Bonjour et bienvenue à ce webinaire du CNCH qui reçoit le soutien des laboratoires Medtronic que je remercie. J'ai l'énorme plaisir d'être aujourd'hui avec deux de mes amis, deux experts de l'insuffisance cardiaque, le professeur Christophe Leclerc et le professeur Alexandre Mebaza. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci, bonjour à Ah, tous. merci encore. Alors, excusez-moi. Donc, juste une très courte introduction sur le sujet. Euh, C'est l'épisode 2 en fait. L'épisode un, moi j'avais été, on va parler aujourd'hui de message du nouveau consensus d'experts directs HF où on a deux représentants experts qui ont participé à ce consensus et l'objectif c'est finalement de déterminer quand et qui adresser pour les dispositifs cardiaques implantables. On est deux autour de la table avec des rythmologues, un spécialiste d'assurance cardiaque. Et je vous invite à aller voir le replay de l'épisode 1 qui est disponible sur notre site, où moi j'étais assez impressionné, je ne pensais pas qu'on était aussi loin que ça. Je savais bien qu'en France on n'était pas les meilleurs du monde, mais quand ça a été présenté, moi j'ai trouvé que ces données très très intéressantes, sont toutes récentes, 2023. On a regardé ici sur les données du registre européen ou également du registre suédois des patients ayant une indication d'une resynchronisation et qui sont réellement implantés. Vous voyez, en Suède, il y en avait trois quarts des patients éligibles qui n'étaient pas implantés. Et sur le registre européen, on a à peu près la moitié des patients éligibles à une resynchronisation qui ne sont pas implantés. Alors pourtant, on pourrait se dire, la resynchronisation, on pourrait pinailler sur le défibrillateur. Sur la resynchronisation, les critères sont maintenant bien connus et de manière assez consensuelle. Deuxième élément, effectivement, on pourrait croire que qu'est-ce que ça va donner sur le défibrillateur. Et là aussi, je pensais que les Américains, comme derrière et les assurances, le risque de plainte, etc., bah, vous voyez, ils sont pas meilleurs, hein. Vous voyez, sur les implantations de défibrillateurs sans resynchronisation, vous voyez, dans ce registre de 137 000 données de la base Optum, ça c'est aux États-Unis, la base Suite HF, je pense que c'est Suède également, là encore. Et vous voyez, aux États-Unis, il y avait 15% des patients qui étaient implantés un DAI. Et pour le DAI triple chambre, c'était meilleur, c'était autour de 40%. Et puis finalement, dans le registre suédois, pareil, ils sont autour de uniquement 10% des patients éligibles qui sont implantés. Donc finalement, euh, alors est-ce qu'on, c'est ce que j'espère que vous allez nous expliquer aujourd'hui, pourquoi nous sommes, pourquoi on n'est pas assez bon? Est-ce que finalement nous sommes juste des artistes et que finalement il faut des critères rigoureux et remettre l'église au centre du village pour mettre un consensus sur les critères et que les gens les appliquent tout simplement. Donc je suis impatient qu'on puisse en discuter. Donc effectivement, l'objet de cette discussion, c'est qu'il y a eu ces recommandations. Il y a eu tout un programme mondial avec plusieurs experts internationaux, dont on en a deux aujourd'hui qui ont représenté la France et qui ont finalement travaillé sur un document qui, finalement, dont l'objectif est finalement de simplifier les recommandations et puis aussi de mettre en place un programme d'éducation. Et c'est pour ça qu'on se voit finalement, c'est pour discuter pratique. Donc, merci à mes amis Christophe Leclerc et Alexandre Mebaza. Et je vous passe la parole sur la suite du webinaire. Merci encore. Merci Walid pour ton invitation. En effet, nous avons réuni un groupe d'experts de différents continents, comme vous le voyez, parce que nous avons des collègues et amis canadiens, américains, de l'Europe et aussi d'Angleterre et du Japon. Et aussi, ce qui est extrêmement important, c'est que tout de suite dans ce projet ont été inclus les patients, parce que ce sont les patients aussi qui sont les premiers concernés par les prothèses que l'on peut implanter. Il nous semblait absolument indispensable d'avoir leur retour, aussi bien sur le ressenti, mais aussi sur les indications que nous allions proposer. Alors, on n'a pas fait une révolution des guidelines, ça ne sont pas des guidelines, ça c'est pas du tout une concurrence des guidelines, qu'ils soient européens ou américains, mais c'est sur la diapositive suivante, on a écrit un article qui est disponible dans la revue European Journal of Heart Failure et en open access, hein, donc vous n'avez pas besoin d'être abonné pour lire cette revue. Et en fait, c'était de bien définir le rôle des prothèses implantables chez le patient insuffisant cardiaque, mais aussi quand les implanter
et comment les utiliser de la manière optimale. Parce que comme tu l'as dit, on a un large déficit de patients implantés, alors qu'ils ont les indications selon les recommandations. Mais aussi, ce qui est très important, et Alexandre en parlera tout à l'heure plus sur la resynchronisation, c'est le délai aussi, hein. On verra qu'il ne faut pas trop attendre, parce que sinon, les patients ont perte de chance. Donc, je vous invite vraiment à lire ce document qui vraiment résume un consensus d'experts et qui est une aide un petit peu à la prise de décision parce que ben, on a parfois du mal à mettre nos patients vraiment dans les guidelines. Et on va le voir sur la diapositive suivante aussi, c'est qu'en fait, on a des patients qui vont être extrêmement différents. Donc les objectifs de ce papier, ben, c'était d'informer les professionnels de santé, d'essayer de clarifier les points qui sont débattus, hein. Vous savez très bien, cardiopathie non ischémique, défibrillateur, pas défibrillateur, la place des médicaments dans la réduction de la mort subite. Et c'était vraiment une aide à la prise de la décision avec des conduites pratiques pour favoriser et implémenter les recommandations dans la pratique clinique. Donc sur la diapositive suivante, vous voyez qu'on a réuni une équipe multidisciplinaire car il faut sortir un peu de cette façon de travailler, je dirais aujourd'hui ancestrale, que le cardiologue reste tout seul dans son coin parce que nos patients ont de multiples comorbidités et surtout ils peuvent être en charge par des profils de cardiologues qui sont totalement différents. Alors bien sûr, en première ligne, les médicaments, hein, le traitement médical optimisé, mais il y a aussi les thérapies pour gérer le rythme. Il faut aussi également ne pas oublier que chez certains patients, il faut les confier au chirurgien et de plus en plus au cardiologue interventionnel, mais aussi ne pas oublier des choses un petit peu basiques, hein, comme le mode de vie, la correction des facteurs de risque, mais aussi le suivi de ces patients. Donc, diapositive suivante. Alors, simplement, diapositive toute simple pour rappeler que chez les patients insuffisants cardiaques, et notamment les patients qui sont les moins sévères, la mort subite est la façon de mourir la plus fréquente. On sait que quand on est en NYHA classe 2, on a plus de risques de faire une mort subite, de mourir d'une mort subite que lorsqu'on est en classe 3 ou en classe 4. Alors, la majorité, c'est des troubles du rythme ventriculaire, parfois des asystoles. On sait que les médicaments diminuent le risque de mort subite, on le verra sur une diapositive suivante, mais une fois que le trouble du rythme est là, ce n'est pas les médicaments qui vont résoudre le problème, il n'y a que le défibrillateur pour réduire une fibrillation ventriculaire. Donc sur la diapositive suivante, qui est une reprise des grandes études de l'insuffisance cardiaque, parce que vous voyez qu'on part de Valeft 1 à Emphasis, eh bien vous voyez qu'en valeur absolue, on a une diminution de la mort subite, hein, c'est appréciable, mais on a quand même, pour 100 patients année, on a quand même 2,5 patients qui décèdent de la mort subite. Donc on a une diminution, mais la mort subite est encore là. Et ça, c'est un message qui est parfois peut-être un petit peu exagéré de la part de certains de nos collègues qui nous disent que maintenant les médicaments ont réglé le problème de la mort subite. Non, ils l'ont diminué, mais ils ne l'ont pas réglé. Et si vous regardez cette fois-ci en pourcentage de la mortalité totale, eh bien vous voyez qu'on reste toujours autour de 40%. Donc 40% de nos patients insuffisants cardiaques meurent de mort subite. Diapositive suivante. Alors, ça, c'était des études un petit peu anciennes, mais quand on regarde ce qui se passe dans la vie de tous les jours, et ici, vous avez un registre qui a inclus à peu près 25 000 patients, eh bien, vous voyez sur les deux courbes, en rouge, c'est la mortalité totale des patients qui ont bénéficié d'un traitement médical et d'un défibrillateur, et puis en bleu, les patients qui n'ont eu, je dirais, qu'un traitement médical alors qu'ils avaient des indications de défibrillateur. Eh bien, vous voyez que lorsqu'on implante un défibrillateur chez ces patients, bien traités par ailleurs, eh bien, vous voyez qu'on diminue le risque de mortalité totale de 25%, ce qui reste quand même extrêmement appréciable pour les patients. Donc, le fait de ne pas implanter un défibrillateur à un patient qui devrait en avoir un, eh bien, on augmente sa mortalité de manière inconsciente. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est une diapositive qui vient d'être publiée il y a quelques semaines et qui montre l'intervention des défibrillateurs au fil du temps chez les patients insuffisants cardiaques. Vous avez toutes les thérapies en rouge, les stimulations antitachycardiques en noir et les chocs en bleu avec une ligne en tiret. Eh bien, vous voyez que, par exemple, à 10 ans,
la moitié des patients ont reçu une thérapie appropriée, des chocs, mais aussi de la stimulation antitachycardique. Donc, c'est quand même extrêmement important de proposer à nos patients l'implantation de défibrillateurs pour les protéger et permettre, lors de la survenue d'un trouble du rythme ventriculaire, d'avoir une action extrêmement rapide, parce qu'on sait qu'une tachycardie ventriculaire non réduite par ATP peut dégénérer en fibrillation ventriculaire et le patient va mourir subitement. Diapositive suivante. Alors, vous verrez que en fait, les guidelines vous donnent souvent fraction d'éjection inférieure à 35 ou 30%, traitement médical optimal, on attend 3 mois et ensuite on décide. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des patients qui sont à haut risque d'arythmie ventriculaire. Vous prenez un patient avec une laminopathie, on sait que ces patients sont exposés à un risque de trouble du rythme ventriculaire extrêmement important. Donc chez ces patients-là, il faudra implanter très très vite. On sait aussi que les patients qui ont des fractions d'éjection très basse, a fortiori s'il y a une cicatrice myocardique étendue, des patients qui n'ont pas été revascularisés, ils ne vont pas améliorer leur fonction ventriculaire gauche et ces patients-là, ça ne sert à rien d'attendre de ne pas implanter un défibrillateur. Et puis, il y a tous ces patients qui ont aussi des faibles probabilités de récupération de la fraction d'éjection. On a dans le service un patient qui a 15% de fraction d'éjection, il est vu pour un infarctus vu tardivement. Ce patient-là, il faut lui proposer un système de défibrillation quel qu'il soit. Et puis aussi, il y a dans la vraie vie, et Alexandre, même dans son superbe essai, son gars-chef l'avait montré, c'est pas toujours facile d'arriver au traitement médical optimisé, et tous les patients ne peuvent pas arriver à cette optimisation parfaite du traitement. Et donc, ces patients-là, notamment les patients sévères, vont bénéficier du défibrillateur. Et maintenant, je vais passer la parole à Alexandre. Ben, merci beaucoup, merci à Walid pour l'invitation, merci Christophe. Et effectivement, la resynchronisation, en l'occurrence, puisque c'est de elle que je vais parler dans un instant, en fait, tout ça, ces résultats, en tout cas ce qu'on voit dans ce tableau, font écho à ce que vient de nous dire le professeur Leclerc. Vous voyez que, évidemment, maintenant les gens parlent de 5, voire de 6 piliers de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez que ces piliers-là sont tout aussi importants les uns que les autres. Vous regardez sur cette colonne, fait à partir de très larges études, quand on regarde le nombre de patients qu'il faut euh, pour arriver à un effet positif, vous voyez que par exemple les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les ARNI sont très élevés. Vous voyez que les bêta-bloquants, bah, ils font aussi bien que la resynchronisation, hein. On a 8-9 patients. Donc on voit que en fait, et c'est ce que vous allez voir de plus en plus, et c'est un peu le but de Direct-HF, c'est de dire que l'insuffisance cardiaque ne se résume pas aux 4 piliers, mais que le traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est les médicaments, les devices et même les autres traitements. Donc, vous voyez qu'ici, que la resynchronisation, elle est importante et en tout cas, elle a des effets importants sur le devenir de nos patients. Prochaine diapo. On voit ici que non seulement et les recommandations sont très très claires. La resynchronisation est un pilier fondamental du traitement des insuffisants cardiaques, mais on revient exactement, j'allais dire, comme pour les médicaments, c'est à quel moment faut-il le mettre. Et le secret, c'est qu'il faut le mettre le plus tôt possible. Et j'allais dire, il faut ne pas se faire, par exemple, avoir par le patient qui vient vous voir et qui vous dit, oh là là, mais docteur, vous êtes formidable. Je n'ai plus de Disney alors qu'il a un tout petit peu de traitement. Et sans vouloir faire de comparaison qui peut peut-être choquer quelques-uns, bah, c'est exactement comme le cancer. Quand le malade vient avec un cancer, il n'a plus de signes fonctionnels, mais vous savez que son cancer existe, bah, vous allez lui donner la chimiothérapie jusqu'au bout. Donc vraiment, pour l'insuffisance cardiaque, ne pas se laisser avoir par le malade qui vous dit « je n'ai plus de dyspnée, ça va bien ». Non, le traitement doit être indépendant de la dyspnée et le traitement, vous devez aller jusqu'au bout du traitement et jusqu'au bout du traitement, le faire le plus tôt possible, exactement comme le ferait l'oncologue. Est-ce qu'il y a des données pour supporter ça? Ben, la réponse est oui. Vous allez voir des données de 2023. Je vous montrerai dans un instant des données même d'il y a quelques semaines. Regardez ici, que ce soit en bleu sur la mortalité totale ou en rouge, mortalité et réhospitalisation. On va regarder la deuxième barre, hein, during first hospital admission, ou bien dans les premières années. Vous voyez que quand on met la CRT
immédiatement après la première décompensation cardiaque, vous voyez que dans les années, en tout cas dans l'année qui suit, le malade a fait très très peu d'événements. Et vous voyez que plus on va tarder, hein, cette fameuse musique qu'on entend, oh ben on va attendre qu'il soit instable, qu'il a de nouveaux signes pour lui mettre la resynchronisation, ben on a tort parce que quand on va attendre, chaque année où on attend, ben même si vous mettez la resynchronisation, il va avoir beaucoup beaucoup plus d'événements que si vous l'aviez mis beaucoup plus tôt. Prochaine diapositive. Et c'est ce résultat dont je vous ai parlé, qui date d'il y a quelques semaines, qui confirme qu'il faut aller très très tôt. Donc vous voyez en haut, ça c'est les graphes des événements, et sur la ligne du bas, on voit la Kaplan-Meier. Donc déjà, sur les graphes des événements, vous voyez que le turning point, c'est à 3 mois. Hein. Vous voyez qu'à partir de 3 mois, le hasard ratio, il monte, que ce soit pour l'association mortalité-réhospitalisation ou quand on les sépare. Mais surtout, regardez en bas les Kaplan-Meier avec lesquels on est plus familier. En rouge, c'est si la resynchronisation a été mise après un délai de 9 mois. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein. Parfois, l'année passe, c'est Noël, Pâques, on se dit, bon, on va attendre un peu l'été, etc. Regardez, 9 mois suffisent à augmenter les événements. Et vous voyez que c'est tous les événements. Hein. C'est pas, là, il n'y a pas de triche. Hein. C'est aussi bien la mortalité que la réhospitalisation. Donc, je vous en supplie, regardez ces résultats, des résultats même les plus récents sur la base de données suédoise. Le malade, il ne faut pas attendre les événements, il ne faut pas attendre qu'il soit dysmélique, il faut faire comme la chimiothérapie. Lui, s'il a besoin de synchronisation, bah, vous la lui mettez tout de suite. Ça va lui faire du bien. Prochaine diapositive. Donc là aussi, une autre manière de montrer les résultats. Donc ça, c'est des résultats pour l'efficacité de l'Entresto, donc du sacubitril valsartan. Sur l'axe des Y du schéma de gauche, vous voyez, c'est les améliorations de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Et vous voyez qu'il y a deux groupes. Un groupe qui avait au démarrage du traitement en rouge le groupe 1 qui avait un QRS élargi, et vous voyez que le groupe 2, c'est un groupe qui avait le QRS qui était fin. Ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même si vous donnez un traitement médical qui est efficace hein, pour l'influence cardiaque, vous voyez que quand le malade a un QRS qui est fin, vous voyez que son amélioration et la récupération et le remodelage de la fraction d'éjection, il est nettement amélioré. Et on le voit aussi sur le schéma de droite, on voit que la fraction d'éjection basse, quand le QRS est élargi, bah, ça donne des effets indésirables. Prochaine diapositive. Donc, un autre élément, on me dit aussi, oui, mais moi, je vois pas, est-ce que c'est malade, ben, quel est le bénéfice d'avoir la resynchronisation? Et ce travail-là, aussi, toujours du même papier de Tavares, montre que quand vous mettez la resynchronisation, vous allez avoir un champ beaucoup plus important, vous allez avoir de la réserve pour pouvoir monter et optimiser des médicaments. Donc, vous voyez, là, petit à petit, on est en train de rentrer dans l'interaction entre le médicament et la synchronisation. Et là, on voit clairement que quand vous mettez tôt votre synchronisation, on revient aux malades dont parlait Christophe tout à l'heure, il disait, et il a raison, plus de la moitié des malades, malgré le protocole très très intensif, ben, la moitié des malades, on n'arrive pas à pousser tous les médicaments, entre autres les bêta-bloquants à 100%. Ben, les malades qui ont une indication de synchronisation, quand on met la synchronisation, regardez les deux premières colonnes qui concernent les bêta-bloquants, vous voyez nos CRT, ils n'avaient pas de CRT, les indications, et regardez les bêta-bloquants en rouge, c'est 46% par rapport à 35%. Donc clairement pour les bêta-bloquants, c'est moins vrai pour le reste, mais pour les bêta-bloquants, on a pu monter, et en tout cas 50% des malades, grâce au fait qu'ils étaient tranquillement avec le petit filet de sécurité et l'optimisation par la resynchronisation, on a pu monter les bêta-bloquants. Prochaine diapositive. Donc voilà, Christophe va vous résumer un peu tout ça. Alors voici cette diapositive qui est donc issue de notre consensus d'experts qui, je vous le rappelle, est tout à fait accessible en ligne. Et en fait, je ne vais pas le détailler, mais c'était essentiellement pour montrer quand adresser les patients en fonction de leur étiologie. On l'a dit tout à l'heure, vous avez un patient qui a une cardiopathie non dilatée, mais il a une mutation du gène de l'aminopathie. Et bien, ce patient-là, ça ne sert à rien d'attendre pour l'implantation d'un défibrillateur, car on sait qu'il est exposé à des troubles du rythme.
Et pareil, chez les patients qui sont hospitalisés, vous avez un patient qui est hospitalisé pour insuffisance cardiaque, eh bien, s'il a une fraction d'éjection basse, des QRS très très larges, eh bien, il faudra le référer très rapidement à un rythmologue pour qu'il discute et qu'il programme l'implantation d'un défibrillateur associé à un appareil de synchronisation. Et puis, il y a aussi des patients qui sont, comme on le sait, stimulés qui ont, dans le ventricule droit, parce qu'ils ont un bloc atrioventriculaire complet, qui font des décompensations cardiaques. Eh bien, ces patients-là aussi, il faut vite les référer. Hein, je crois que c'est le message important de cette diapositive, c'est qu'il faut penser très vite à référer le patient à un rythmologue qui pourra confirmer l'indication de l'implantation d'un défibrillateur ou d'un appareil de resynchronisation. Et je crois que c'est vraiment ce dogme des 3 mois qui existe dans les recommandations, bien, je crois qu'il faut le battre un peu en brèche parce qu'il y a des patients, il ne faut surtout pas attendre ces fameux 3 mois d'optimisation du traitement médical, comme l'a dit Alexandre, qui peuvent prendre parfois plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années. Donc il faut vraiment y penser à toutes ces thérapies électriques extrêmement rapidement et prendre contact très vite avec un rythmologue pour pouvoir discuter avec lui, car il s'agit d'une discussion globale de l'indication et je dirais, du délai d'implantation de ces prothèses. Donc, Oui, vas-y, Walid. euh, la- la- l'une des questions, effectivement, je vous remercie déjà pour l'ensemble des messages. Est-ce que la question que je voulais vous poser, c'est finalement, tout le monde connaît normalement en théorie les recommandations. Donc normalement, on devrait le savoir. On a cette idée, ce message subliminal qui est de dire qu'avec les thérapeutiques actuelles, il faut attendre, que ça marche bien, que les études qui ont été faites à l'époque n'ont été faites sans les 4 fantastiques. Donc tout ça fait que les gens sont plus patients plus avant d'implanter un patient, d'une part, peut-être le perte de vue, moins de rigueur, la difficulté d'accéder aux spécialistes, plein de facteurs. Comment vous voyez les choses? Franchement, Christophe, j'ai commencé. Franchement, je pense qu'il faut. On est en 2025 et le traitement de l'insuffisance cardiaque a complètement changé. Et l'histoire naturelle de l'insuffisance cardiaque a complètement changé. Et dans les prochaines années, on a une vision, on a déjà et on aura une vision complètement différente de l'insuffisance cardiaque. Premièrement, il faut qu'on arrête ce schéma où on suit un insuffisant cardiaque, un jour il vient plus, on apprend qu'il meurt et on dit ah bah il était grave. Ça c'est plus possible. Aujourd'hui, il y a des traitements de l'insuffisance cardiaque. Je pense que maintenant les recommandations Direct HF, ce que tu dis toi, ce que disait Christophe, ce que disent vraiment les experts, c'est l'insuffisance cardiaque, ben, c'est comme un cancer. Eh ben, il faut tout traiter tout de suite. Si le malade a les indications, bien entendu. Donc, il faut tout traiter tout de suite. Et ce malade-là, maintenant, je le vois dans certains centres, quand tout est fait tout de suite, ben, en fait, les rendez-vous, c'est plus tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Si le malade est très bien traité, ensuite, on peut le revoir au bout d'un an et demi et s'occuper des autres. Donc, vraiment, tu vois, une modification de la vision un peu de la trajectoire de l'insuffisance cardiaque. Et le corollaire de ça, c'est que aux urgences, il faut qu'on voit quasiment plus d'OAP et quasiment plus d'insuffisance cardiaque aiguë, puisque, en fait, on sait aujourd'hui que les malades qui font une décompensation cardiaque, s'ils vont jusqu'à aller aux urgences, c'est que c'est un échec de la trajectoire. Et je dirais que aujourd'hui, grâce aux IPA, grâce aux cliniques d'insuffisance cardiaque, un malade qui est très bien traité, le pire qui pourrait lui arriver, c'est qu'il fasse de la congestion et qu'il vienne dans ces cliniques-là pour qu'on adapte, on réadapte le traitement. Et je crois vraiment, et vraiment, Christophe, j'aimerais bien avoir ton avis, mais je crois vraiment que Direct HF, hein, en mettant les experts du monde entier, c'est exactement ça le message qu'il voulait donner.
Non, mais tout à fait. Je crois qu'il faut absolument qu'on travaille de manière collaborative. On a de plus en plus d'hyperspécialisation en cardiologie et nous sommes face à des patients qui, en fait, ont de multiples pathologies. Un insuffisant cardiaque, ça peut être une dysfonction ventriculaire gauche, mais ça peut être aussi une valvulopathie, un rétrécissement aortique, une insuffisance mitrale, un problème d'éducation thérapeutique aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est extrêmement important. Et je crois que vraiment l'esprit de Direct HF, c'est d'avoir une prise en charge globale, multidisciplinaire. Mais quand je dis multidisciplinaire, ce n'est pas uniquement les médecins, et tu l'as dit tout à l'heure, Alexandre, c'est aussi les paramédicaux et notamment les IPA. J'ai la chance d'en avoir dans le service et ça nous rend un service énorme. Donc je pense qu'il faut que le cardiologue qui travaille tout seul dans son cabinet, maintenant l'époque est révolue, il faut vraiment qu'on travaille et on le voit bien, il y a de plus en plus de hors team, comme on dit, dans tous les domaines, mais dans l'insuffisance cardiaque, c'est quand même le domaine où là il en faut vraiment une. Et Walid, tu parlais des délivrables Direct Chef. Tu disais tout à l'heure, voilà, et merci beaucoup de nous avoir invités. Tu vois qu'à chaque séminaire et chaque webinaire, on en apprend un peu plus, on discute ensemble. Donc effectivement, il y a l'article qu'a présenté Christophe, hein, qui commence à avoir d'ailleurs pas mal de succès, où comme a dit Christophe, on a fait tomber les murets entre les silos des rythmologues, des urgentistes, des insuffisants cardiologues. Donc ça c'est clair. On a deux autres enquêtes qui ont été présentées à Bucarest là, au congrès HFA et qui vont donner lieu à des publications. Donc un, où on a demandé l'avis des praticiens et deux, et surtout, je dirais, on a demandé l'avis à des malades du monde entier. Du monde entier, vous allez avoir des résultats, des malades japonais, européens. C'est extraordinaire parce que on les écoute pas assez et on va voir leur feedback. C'est vraiment super. Donc, on va, donc les webinaires, on a donc le site DirectHF où on a les webinaires qui sont enregistrés, qui ont été faits voilà, avec les experts au niveau du monde, les webinaires qui ont été faits avec vous au CNCH, tu l'évoquais tout à l'heure. Et il y a à la demande, si vous le souhaitez, il y a un kit éducatif avec les diapos. Ben, certaines sont celles qu'on a présentées avec Christophe. Et je pense que Walid a bien aimé ces diapos-là aussi. Et donc, ben, ils sont accessibles. Voilà, donc tout ça peut être trouvé soit bah, ou scanner directement le QR code, soit vous pouvez aller sur le site direct-hf.org et vous trouvez bah, ce que vous voyez défiler, c'est-à-dire le matériel pédagogique. Et une fois encore, merci au CNCH d'aider à implémenter toutes ces nouveautés qui sont fondamentales pour nos patients. Donc, je trouve que le message que tu as passé sur les IPA, je trouve qu'il est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, les médecins sont, j'allais dire, c'est des artistes, et puis ils sont pris par plein d'activités. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas avoir sur une consultation qui est très rapide. Et les IPA, elles prennent leur temps, elles suivent un canevas. Et ça, je pense que vous tous les deux, vous l'avez bien mis en avant. Et je trouve que l'insuffisance cardiaque, c'est vraiment la pathologie qui s'y prête bien. Non, tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand en consultation on voit des malades de pathologies différentes, c'est vrai que les journées sont compliquées. En revanche, quand on a des guidelines qui permettent de bien mettre de façon carrée les choses, là c'est la place de l'IPA. Aujourd'hui c'est l'insuffisance cardiaque, demain ce sera un autre sujet, on aura les mêmes IPA ou d'autres IPA. Et je trouve que cette manière de faire la médecine est vraiment une bonne manière. Les IPA, en plus, vous le savez encore mieux que moi, ont du temps pour parler aux patients, réexpliquer. Parfois, nous, on dit quelques mots, on a l'impression que le malade a compris. Ben, bien entendu, il n'a pas compris parce que voilà, lui aussi, il est soucieux, il pense à sa maladie. Donc tout ça est un levier extraordinaire. C'est vraiment une En prise tout en charge cas, collaborative et synergique, hein. On a parlé tout à l'heure de la synergie des médicaments et des prothèses, mais c'est une synergie des médecins, des personnels de santé, sans oublier bien sûr les diététiciennes et les rééducateurs sportifs. C'est vraiment un travail de vraie équipe.
J'ai adoré la comparaison avec le cancer, même si c'est une maladie très grave et qu'on ne voudrait pas parler de ça, mais effectivement, et d'autre part, c'est que moi souvent, j'aimais bien, j'avais une diapositive où souvent je montrais les médicaments d'un côté, je montrais le défibrillateur en disant c'est comme, ou la resynchronisation, c'est comme un médicament. Et c'est un médicament que vous implantez et qui va agir sur le long cours. Oui, et tu sais qu'aujourd'hui, l'insuffisance cardiaque, d'abord, ce que peu de gens réalisent peut-être pas, c'est que l'insuffisance cardiaque tue 10 à 100 fois plus que la maladie coronaire. Et deuxièmement, que l'insuffisance cardiaque aujourd'hui tue plus que la majorité des cancers. Donc Hmm. ça y est, on y est, hein. Donc là, il faut donner le même traitement que d'autres avant nous pour le cancer. Bon, en tout cas, je vous remercie, Alexandre et Christophe, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à l'audience. Merci au soutien institutionnel de Medtronic pour mettre en avant ces données importantes en termes d'éducation et de formation. Vous aurez bien sûr accès au replay et je vous dis à tous, à très bientôt pour un autre webinaire. À bientôt. Merci Walid. Merci.